Ces images sont effectivement choquantes, mais elles sont rares. Elles sont compliquées à filmer, mais elles montrent les pratiques routinières d'un abattoir. En un an, c'est le 4e abattoir dont on diffuse les images. Sur les 4, il y en a 3 qui ont fermé provisoirement, un qui a été menacé de fermeture, celui-ci a fermé dans les heures qui ont suivi la diffusion des images. En plus, elles ont été filmées avec des caméras qui sont placées, donc c'est vraiment des images routinières, c'est pas un contrôle annoncé avec un contrôleur qui est en train de regarder les pratiques, donc c'est vraiment la réalité. Elle est brutale, elle est crue, mais c'est une réalité qui montre réellement comment se passent les choses. Quand vous avez sur l'abattoir de Briec des truies qui sont déchargées, qui viennent de ces élevages intensifs avec des truies de réforme, donc qui sont en fin de carrière et qui ont du mal à se déplacer, c'est une réalité. Dans les élevages, elles n'ont pas pu se déplacer, donc elles n'ont pas fixé le calcium, donc on a beaucoup de truies qui sont, on appelle ça mal à pied, qui ont du mal à se déplacer. Donc ça, c'est une réalité. Le boulot de L214, c'est d'informer. Donc ces images, elles sont rares. C'est-à-dire, si vous essayez d'aller demander une autorisation à un abattoir, d'aller filmer la mise à mort des animaux, vous allez avoir des refus. Il y a une journaliste, Anne Deloisy, qui s'y était risquée. Elle avait envoyé un courrier à tous les abattoirs de France. Elle avait eu 0 réponse positive. Donc l'enjeu, il est là déjà, c'est d'informer. C'est-à-dire que en tant que citoyen, en tant que consommateur, si vous voulez prendre des décisions dans vos modes de consommation, il faut que vous ayez l'information pour que le débat démocratique soit juste. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'obtenir ces images. On l'a souvent avec des gens qui sont des lanceurs d'alerte, des gens qui travaillent, qui sont choqués par ce qu'ils font dans les abattoirs et ce qu'ils voient. Et ces images, effectivement, elles sont dures, elles sont crues, elles sont choquantes. Effectivement, quand vous voyez des truies qui sont poussées à coups d'aiguillon dans l'anus, dans les yeux, des coups de pied qui partent, alors je comprends pourquoi les employés font ça, au niveau des cadences, au niveau des installations qui sont défaillantes, et puis quand vous avez des heures de travail dans ces conditions-là, tout le monde finirait par avoir ce comportement-là. Mais il se trouve que c'est une réalité et que ça vaut le coup de voir quelles sont les responsabilités des services vétérinaires, la responsabilité de la direction des abattoirs, et aujourd'hui que ça puisse ouvrir un débat collectif, puisque c'est un débat qui nous concerne tous, puisqu'on consomme des produits animaux. Et si on consomme des produits animaux, il faut savoir dans quelles conditions ils sont produits. Et ça vaut le coup, ça c'est un sujet pour tous les produits de consommation en général. Donc ces images sont difficiles, elles sont choquantes, mais elles représentent l'absolue réalité de ce qui se passe pour les animaux dans les abattoirs. Et encore, c'est une toute petite partie. C'est très compliqué d'obtenir ces images, c'est pas normal d'ailleurs que ce soit compliqué juste de documenter la réalité d'un sujet qui concerne tout le monde, d'un sujet où il y a des réglementations à respecter, où il y a finalement pas de personnes qui viennent prendre la défense des animaux. Dans les abattoirs, c'est pas ni les services vétérinaires, ni la direction des abattoirs qui ont intérêt à ce qu'on voit comment sont traités les animaux. Donc finalement, ils sont livrés à la direction et au profit des abattoirs. Pour avoir ces images, souvent il y a un peu deux, trois sources pour nous. Soit il y a des gens qui sont déjà en place, des employés, des intérimaires, ou des personnes qui travaillent justement en tant que service. Ça peut être des services à l'élevage. Vous avez déjà des fois des personnes qui viennent faire du ramassage, par exemple pour les volailles. Enfin, vous avez beaucoup d'intervenants différents. Vous avez des gens qui viennent faire de la livraison, d'alimentation. Voilà. Donc beaucoup de gens qui côtoient les animaux dans les élevages ou au moment du transport ou dans les abattoirs. Ça peut être aussi des personnes militantes qui se font embaucher. Ça a été mon cas au début de l'association. J'ai postulé pour un emploi dans un abattoir de Charal à Metz et j'ai pu pendant 3 semaines documenter, filmer comment étaient abattus les bovins, les moutons dans cet abattoir. Donc c'était des images qui étaient aussi très dures, très choquantes. Donc c'était aussi une possibilité. Voilà, donc c'est des missions d'undercover comme on les nomme. C'est ce qui se fait aussi beaucoup dans d'autres pays. Essentiellement, c'est 2 sources qui sont pour nous des personnes qui ont généralement du courage et qui font d'actes citoyens, de lanceurs d'alerte pour essayer de montrer ce qui se passe et alimenter un débat public derrière. La volonté, c'est vraiment de témoigner en fait, de montrer ce dont ils sont témoins, ce qui a pu les choquer et ce qu'ils ont envie de partager. Alors souvent ils le partagent avec leur environnement proche, leur environnement familial, leurs amis,
mais voilà, ils ont envie de montrer un peu plus largement. Et il se trouve qu'à L214, on a une notoriété aujourd'hui qui fait que à chaque fois qu'on diffuse une enquête, vous pouvez être sûr que dans la semaine qui suit, on a énormément de témoignages de gens qui nous écrivent. On a chaque semaine ça peut être plusieurs dizaines en fait, de témoignages, de signalements qui nous sont envoyés. Notre boulot derrière, c'est après de s'assurer que ces témoignages soient sérieux, de les contacter et de faire qu'on maintient notre sérieux et notre crédibilité, parce qu'évidemment c'est notre trésor le plus important, c'est notre crédibilité et notre sérieux derrière. C'est un vrai paradoxe parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant de considération pour la question animale. Elle n'a jamais été aussi présente dans les débats, même si c'est un sujet philosophique qui est discuté depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on n'a aussi jamais mangé autant de produits animaux qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale et voilà, au niveau des pays de l'OCDE, les pays riches par exemple, on n'a jamais eu autant de consommation de produits animaux que ces dernières années. Il y a un paradoxe qui fait qu'il y a toujours un décalage en fait entre la considération et puis les pratiques derrière. Il va y avoir un décalage, mais elle va arriver. On voit déjà que dans les 10 dernières années, on a eu une érosion de la consommation de viande de 10% à peu près, 10-12%. Il se trouve qu'il y a des pays aussi émergents où on a une consommation qui ressemble de plus en plus à la consommation des pays occidentaux, donc ça c'est un vrai problème. Je pense notamment dans les régions d'Asie où on a une consommation qui explose de produits animaux. Il se trouve qu'il y a des intérêts économiques qui font que les filières investissent énormément d'argent pour faire du marketing, pour maintenir cette consommation le plus haut possible. Il y a aussi toute une stratégie aussi pour que la viande soit de plus en plus cachée dans les produits préparés. Donc il y a toute une stratégie en fait, de la filière pour essayer de maintenir la consommation de viande. Après, il y a une habitude, évidemment, dès qu'on est enfant, on a des produits animaux, à partir de 8-9 mois, on commence dans les petits pots de bébé à avoir des petits pots de bébé avec de la viande de dinde, avec des dindes qui font de la farandole d'ailleurs autour du petit pot. Donc on essaye de mettre à distance en fait l'animal et les produits qu'on retrouve, qu'on achète dans les supermarchés. Donc il y a ça aussi qui vient fausser en fait le niveau de consommation. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance, quand nous on fait des stands beaucoup dans la rue et qu'on discute beaucoup avec les gens, beaucoup de gens disent qu'ils ont diminué leur consommation de viande. Et ça c'est quelque chose qu'on entend partout, tout le temps. Pas forcément une augmentation de gens qui ont renoncé à leur consommation de produits animaux. On n'a pas forcément un gros pourcentage de végétariens, de véganes aujourd'hui en France, mais on voit qu'on a ça dans d'autres pays en Europe, en Allemagne, dans les pays du nord de l'Europe, et aussi en Italie, beaucoup de végétariens, ça a beaucoup progressé, et forcément ça arrive en France. On voit dans les supermarchés des gammes de produits végétariennes qui se développent beaucoup. Donc je pense que l'innovation, et dans quelques années, on va avoir une consommation qui va s'accélérer, une décroissance de consommation de produits animaux qui va s'accélérer. Il y a aujourd'hui clairement une responsabilité politique. Donc individuellement, chacun peut faire diminuer sa consommation de produits animaux, mais il faut qu'il y ait des relais politiques, à chacun de prendre ses responsabilités. Il y a aussi l'agroalimentaire qui doit aussi tout faire pour que... Mais au niveau politique, c'est là aujourd'hui le bât blesse aujourd'hui en France, c'est que les filières ont trop de pouvoir sur le politique. Et je pense évidemment au syndicat de la FNSEA, qui a aujourd'hui la main mise sur toutes les chambres d'agriculture, ou quasiment la grande majorité des chambres d'agriculture, qui fait et qui défait les ministres de l'agriculture. C'est la FNSEA qui dirige aujourd'hui, qui co-dirige la politique agricole en France. Et ça, c'est le plus gros obstacle qu'on a devant nous. Parce que les Français, dans leur consommation, je pense, ont pris conscience des problématiques au niveau de la consommation. Il y a une diminution qui s'installe et on pense que s'il y avait une politique qui accompagnait cette diminution de consommation de produits animaux, on voit dans la restauration scolaire, pour les cantines, pour les lycées, pour les collèges, on peut instaurer une alternative végétarienne, mais on voit que quand ça a été le cas récemment à Lyon, ça a levé toute une polémique. La filière utilise tous les leviers qu'elle a pour faire que ça soit très compliqué quand une mairie veut mettre en place des alternatives pour qu'elle puisse s'installer durablement. Donc aujourd'hui,
Je pense que les enjeux sont là et on voit bien qu'au niveau de la classe politique, il y a une prise de conscience aussi que c'est un sujet sur lequel les Français attendent des politiques qui soient ambitieuses. Et on le voit, on va le voir venir, on le voit avec les régions, on l'a vu avec les municipales, on l'a vu avec les européennes, on voit aussi le parti animaliste qui a fait un très très bon score, qui a surpris tout le monde, que c'est une question qui va être importante dans les enjeux à venir. Et du coup, on pense que c'est quelque chose un verrou qui peut sauter dans les années à venir. Les éleveurs aujourd'hui sont un peu devenus des salariés de l'agroalimentaire. Même s'ils sont, on appelle ça des exploitations et chefs d'exploitation, ils n'ont pas de marge de manœuvre par rapport aux conditions d'élevage des animaux et finalement ils s'endettent. Aujourd'hui, le taux d'endettement d'un éleveur, c'est à peu près 250 000 euros en moyenne en France. Si on regarde pour les éleveurs porcins, c'est à plus de 400 000 euros de taux d'endettement, c'est colossal. Donc ils ne peuvent pas en fait laisser tomber leur élevage ou changer de mode de production parce qu'ils doivent faire du volume, ils doivent faire du chiffre. On les pousse à faire du volume et faire du chiffre. Et pour les travailleurs d'abattoir, ils se retrouvent eux aussi souvent dans des emplois qui ne sont pas choisis. C'est des emplois qui sont extrêmement difficiles, où il faut se lever très tôt le matin, travailler dans des températures qui peuvent être très froides, dans l'odeur, et c'est un travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, il a été inventé au départ dans les abattoirs de Chicago. Et c'est comme ça qu'Henry Ford s'est notamment inspiré pour ses usines de fabrication de voitures, il s'est inspiré des abattoirs de Chicago. Et aujourd'hui, en France, un des travails principaux où il y a un travail à la chaîne, c'est dans les abattoirs. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent travailler de 4 à 6 heures sans avoir de pause, travailler dans des environnements qui sont très très compliqués, très difficiles, avec des accidents du travail qui sont aussi bien supérieurs à la moyenne des accidents du travail dans d'autres métiers. Donc voilà, tout ça fait que c'est une souffrance pour les animaux, mais c'est aussi une souffrance pour les gens qui y travaillent. On réussit avec des campagnes à faire que les pires pratiques d'élevage soient abandonnées. Je prends un exemple pour les poules pondeuses en cage. Donc pour la production des œufs, on avait il y a une dizaine d'années 80% des poules qui étaient dans des cages. Donc ces cages, faut imaginer des poules qui sont pendant 1 an sur un sol grillagé, l'espace c'est à peu près une feuille A4, elles sont débéquées pour éviter le cannibalisme à l'intérieur des cages. Donc c'est des pires pratiques, on peut difficilement faire pire. Et on a, grâce à des campagnes actives, réussi à obtenir des engagements de tous les supermarchés, et l'agroalimentaire et aussi la grande distribution, et aussi dans la restauration collective, des engagements à ce que généralement c'est d'ici 2025, il n'y ait plus d'utilisation des œufs qui sont produits dans ces conditions-là. Et bien là, en quelques années, on était parti de 80% des poules en cage, on est en dessous de 50% aujourd'hui. Et on peut imaginer que d'ici 2025, on sera clairement à quelques pourcentages d'élevage qui seront encore, de poules qui seront encore enfermées dans des cages. Donc à partir de là, on pourra espérer avoir une loi qui interdise l'élevage en cage des poules pondeuses. Donc en quelques années, en fait, un modèle d'élevage qui s'était imposé depuis les années 70-80, qui du coup est complètement questionné et complètement réorienté sur des modes d'élevage beaucoup plus alternatifs, qui restent encore, qui c'est pas idyllique, hein, mais en tout cas qui sont moins pires que ce qu'on avait imaginé, enfin ce qui était fait en tout cas. Et puis on a exactement le même mouvement qui est en train d'avoir lieu en ce moment sur les poulets de chair. On a une charte alors qu'on a mis en place avec des associations au niveau international, puisqu'aujourd'hui les groupes sont internationaux, où on demande à ce qu'il y ait une densité qui sont plus faible à l'intérieur des élevages, qu'il y ait la lumière du jour, qu'il y ait des souches qui sont utilisées à l'intérieur de ces élevages qui sont des souches à croissance moins rapide, donc ce qui entraîne moins de problèmes sur les déplacements des animaux dans ces élevages-là, moins de boiterie par exemple. Donc ça, c'est une charte qu'on a mis en place, et on a en un an eu des dizaines de supermarchés, enfin la plupart des supermarchés sont engagés à ne plus s'approvisionner dans des élevages qui ne répondent pas à cette charte. Et on a aussi
des gros acteurs comme Sodexo, par exemple, enfin de la restauration hors domicile qui s'est engagée aussi. Donc là, on voit aussi que la filière va devoir s'adapter à cette nouvelle demande. Et c'est aujourd'hui les plus grandes victoires qu'on puisse avoir, en fait. C'est l'agroalimentaire qui nous les donne aujourd'hui, ces victoires-là. Et on les a grâce à des campagnes, grâce à l'exposition publique qu'on peut faire, en fait. Puisque les marques, les supermarchés voient bien qu'il y a beaucoup de réactions, que ça réagit très fort sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, s'ils ont envie de montrer qu'ils agissent sur la question environnementale, sur les questions de l'éthique, ils prennent des mesures qui sont concrètes. Et aujourd'hui, c'est là qu'on a vraiment des avancées qui sont très concrètes. Le travail de L114, c'est un travail d'information. C'est vraiment le cœur de notre travail, c'est de montrer comment sont élevés, transportés, abattus les animaux. Donc c'est très important de continuer à diffuser ces images parce qu'on n'est jamais assez informé et que les filières, elles ont des moyens colossaux pour essayer de mettre à distance et de briser le lien entre les animaux et les produits qu'on retrouve sous cellophane. Donc la première chose, c'est évidemment de participer à cette diffusion de l'information. Et puis, on a énormément de gens qui sont sympathisants, qui sont mobilisés sur ces questions-là, qui sont touchés par ces questions-là. Et il ne suffit pas de regarder les vidéos, c'est de pouvoir agir derrière. C'est ça qui est important. On a un pouvoir citoyen, consommateur, on a un vrai pouvoir. C'est nous qui détenons le pouvoir, en fait. On essaie de nous faire croire qu'on est impuissant par rapport à ces puissances de l'argent, par rapport à l'industrie agroalimentaire, mais c'est faux. Il faut qu'on agisse, et on essaye, nous, à chaque fois qu'on diffuse une enquête, de donner des outils pour pouvoir s'organiser. C'est ça qui est important aussi, c'est s'organiser pour pouvoir ensemble appuyer sur des cibles qui nous permettent d'obtenir des victoires concrètes. Et ce qui fait que nous, on a mis par exemple en place, on a une page où on a vraiment agir. Si vous allez sur la page d'accueil du site L214, tout de suite sur l'onglet de gauche, vous avez comment pouvoir agir. On a une batterie de choses qu'on peut faire. Et on a notamment des actions express pour les animaux, où quand on diffuse une enquête, on propose aux gens de réagir pour ne serait-ce faire fermer un abattoir, faire qu'il y ait plus de contrôle, inciter tel et tel supermarché à se fournir dans des élevages, à éliminer les pires pratiques d'élevage dans leurs approvisionnements, par exemple. Et ça, c'est très très important, qu'on puisse aujourd'hui réagir sur les réseaux sociaux, montrer qu'on est nombreux à vouloir à ce que les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux évoluent. Et si on le fait massivement, et même en agissant aussi au niveau des politiques, les politiques regardent comment réagissent les gens, même s'ils ne sont pas forcément sincèrement, ou il y a des politiques qui sont sincèrement préoccupés par la question animale. S'ils ne sentent pas qu'il y a un soutien des citoyens, des consommateurs, ils vont avoir du mal à réagir face à ces lobbies de l'élevage qui sont très très forts. Et du coup, montrer qu'ils ont ce soutien des gens, des citoyens, et il est là, il est présent, j'en suis certain, on voit comment réagissent les gens aux images, et c'est quelque chose qui est très très précieux. Donc il faut soutenir, on a un site qui s'appelle Politique Animaux, où on voit les positions des différentes personnes qui sont en poste de responsabilité, des députés, dans les grandes mairies de grandes villes, le gouvernement aussi. On voit comment ils agissent et on peut les inciter à prendre des politiques qui soient plus favorables aux animaux. Et derrière, ça sera plus favorable, pas simplement pour les animaux, mais pour l'environnement, pour les conditions sociales aussi. Clairement, on en a discuté tout à l'heure, il faut savoir qu'au niveau des agriculteurs, c'est le métier où il y a le plus de suicides parmi toutes les professions. 3 fois plus de suicides pour les hommes, 2 fois plus de suicides pour les femmes que toute autre profession. Donc c'est une profession aujourd'hui où la façon dont elle s'est développée, à cause de l'agroalimentaire, aujourd'hui la FNSEA, c'est plus un syndicat, c'est une organisation agroalimentaire finalement qui envoie ses troupes pour faire défendre l'agroalimentaire contre la grande distribution. C'est une espèce de bras de fer entre les deux. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un métier où il n'y a pas d'épanouissement des éleveurs et des agriculteurs. Donc, en luttant contre l'élevage intensif, contre l'industrialisation de l'élevage, en fait, on agit pour le bien-être général, pour le bien-être des animaux, pour la santé publique et aussi pour les raisons sociales. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit acteur. On peut prendre le pouvoir et on doit prendre le pouvoir. Et on l'a vraiment.